Jusqu'ici, on a parlé d'art, de musique, de technique d'orchestre, de composition, tout ce qui sert à faire la beauté d'une œuvre finalement. Mais venons à quelque chose de plus terre-à-terre, de plus pragmatique, l'argent, la moula, la thune, l'oseille. Alors que faudrait-il faire? Dédier comme tous ils le font des vers aux financiers se changer en bouffons? Dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non merci. Malgré ce qu'on pense Cyrano, on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Et du coup ici, dans cette vidéo, on va parler d'un point central du financement de la culture, le mécénat. Mécène, c'est lui. C'est un homme d'État qui vécut à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il utilisa sa richesse et son influence pour promouvoir les arts, notamment auprès de son ami l'empereur Octave, qui dirigeait l'Empire romain. C'est par les artistes que Mécène a financé qu'on connaît l'existence de cet homme, parce qu'il lui rend hommage dans ses œuvres. Et d'ailleurs, le mot mécénat est tiré de son prénom. Ça veut dire le soutien désintéressé, financier ou matériel d'une activité artistique. Ah, quelle belle définition! Donner de l'argent pour la beauté, l'amour de l'art. Non, l'humain a besoin de contrepartie. Le mécénat, c'est un moyen de communication ou de légitimation politique. Et on commence à en parler plus précisément à partir de la Renaissance, où on commence à faire la distinction entre l'art et l'artisanat. Dans l'histoire, l'art a très vite trouvé sa place dans les religions, par exemple. En Europe, l'Église a été un des plus grands mécènes, en commandant de nombreuses œuvres pour offrir à Dieu ce que le savoir-faire humain savait faire de mieux, et avec une vraie utilité, transmettre le catéchisme par des images qui permettaient de s'adresser à une population qui ne savait pas forcément lire, comme les vitraux ou les peintures, qui sont de véritables BD. Si on remonte à plus longtemps en arrière, François Ier est connu pour avoir employé de nombreux artistes, et notamment le très célèbre Léonard de Vinci, qu'il appelait « mon père ». Les liens amicaux entre les mécènes et leurs artistes sont une réalité. Mais les puissants ont très vite compris l'intérêt de cet axe de communication. Louis XIV, qu'on ne présente plus, a fait construire Versailles pour y mettre sa cour. Et il y emploie les plus grands artistes de son temps, Lebrun, Le Nôtre, Lully et bien d'autres. Alors on ne doute pas de l'intérêt de Louis XIV pour l'art, mais avoir Versailles, c'est prouver sa puissance et sa grandeur et celle de tout son royaume. Contre un statut social et des finances, les artistes doivent mettre en avant sa politique, ses actions, et sa personnalité, bien sûr. C'est pendant le règne du roi Soleil que l'aristocratie se prend un nouveau jeu, celui de faire des collections d'œuvres d'art. On appelle ça le collectionnisme. C'est vraiment un style de vie qui permet de se démarquer du commun des mortels, qui n'a pas le temps de se consacrer au plaisir de l'esprit. Ça pose la question de la place de l'art dans notre société. L'art n'est pas fondamentalement utile à la survie d'un humain. Donc on pourrait se dire que la préoccupation principale d'un humain, c'est de trouver la nourriture. Sauf que la réalité est plus nuancée. Notre modèle sociétal est conçu sur le fait qu'un individu peut ramener de la nourriture pour plusieurs individus. Ce qui laisse le temps à d'autres individus de faire des activités moins urgentes, mais tout aussi utiles. Un gouvernement, des religions, l'éducation ou l'art. Depuis l'Antiquité, les artistes ont recours aux mécènes pour financer leur activité. Et même si les œuvres créées sont ensuite des succès et génèrent un max de thunes, c'est parce qu'il y a eu des mécènes qu'elles ont pu voir le jour. Comme à Oya Kefale. Merci à Thibaut d'avoir préparé ce sujet. Abonnez-vous, mettez un like et surtout, devenez mécène.